All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. Le juge président, bonjour à toutes et à tous. Madame la greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie. La greffière d'audience, bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, la situation en République centrafricaine 2, affaire le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice-Édouard Gaïssona, référence ICC 0114-0118. Je vous rappelle que nous sommes en audience publique. Le juge président, très bien, la présentation des parties a commencé par Monsieur Van der Pouille. Monsieur le Président, Messieurs les juges, Madame les juges. Pardon, monsieur. Okay. Of course, yeah. Pas habitué à être vu, ça se comprend. Le bureau du procureur est représenté aujourd'hui par moi-même, Mandiaïan, procureur adjoint. Et à mes côtés, vous avez Monsieur Van der Pouille, qui est la figure la plus familière, bien entendu, substitut du procureur principal. Madame Olivia Struven, qui est substitut du procureur, Monsieur Lucio Garcia derrière moi, également substitut, Madame Maria Berden-Nikova, substitut également, Madame Sylvie Vakchom, associée du substitut du procureur, Madame Manochitra Prataban, également substitut associé, Monsieur Yassine Mosfa, qui est le gestionnaire de notre dossier, et enfin, Madame Laila Axios également. Je vous remercie. Yeah. Thank you so much. Le juge président, merci beaucoup. Je donne la parole au représentant des victimes. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. L'équipe des représentants légaux des victimes des autres crimes est composée de Paulina Masida, Orchlon Narantsetse, Enrique Carnero Urullo, Alexis Larivière, Evelyne Ombeni et moi-même, Marie-Edith Douzima. Je vous remercie. Thank you. And the representatives of the former. Je vous remercie, les représentants des anciens enfants soldats. Bonjour, Monsieur le Président. Les anciens enfants soldats sont représentés par Amina Merouche et moi-même, Dimitri Souproun. Le juge président, la défense, a commencé par celle de Monsieur Yekatom. Good morning, Mr. President. Maître Dimitri, bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à toutes et à tous. Monsieur Yekatom est présent dans le prétoire aujourd'hui. Il est représenté par Madame Antaguissé, Madame Saraba Fadel, Monsieur Guillaume Suzuki, Monsieur Florent Pagès-Granier, Madame Sabrine Bessa, Madame Yousra Lamkadam, Madame Alexandra Baer, Madame Léa Benoît et moi-même, Mylène Dimitri. Le juge président, très bien. La défense de Monsieur Gaïssona, Maître Knops. Maître Knops. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, notre équipe souhaite aux juges de la Chambre et à toutes les personnes présentes une excellente nouvelle année et une année judiciaire prospère. Je crois qu'il est important de le dire ce matin. Nous sommes représentés ce matin par Madeleine Prou, Sarah Pedroso, Madame Lou Crégnon, Mathias Coffey, deuxième rang, Tuftina Flafterio, Alexander David, Mélissa Beaulieu et Chiara Giudici. Et M. Gaïssona se trouve au troisième rang. Je vous remercie. Le juge président. Merci, Maître Knops. Nous allons donner la parole à l'accusation qui va nous faire part de ses observations. Encore merci, Monsieur le Président, Madame la juge, Messieurs les juges, le procureur Van der Pouille présentera nos soumissions pour le compte du bureau du procureur. Et je ne voudrais pas rater cette occasion pour venir au nom du procureur principal, mais également au nom de tout le bureau, pour vous remercier
d'abord à vous, Monsieur le Président, Madame les juges, Messieurs les juges, pour votre patience, et ensuite pour associer à ces remerciements en fait tous les protagonistes de ce procès qui quand même dans quelques semaines en fait aura pris beaucoup de votre temps, aura duré quasiment 4 ans. Donc cela veut dire que ça a été un long processus, y compris à travers la période extrêmement difficile et à laquelle personne n'était préparé, c'est-à-dire la période de la Covid. Donc, pour avoir été aussi imaginatif et pour avoir quand même pris toute votre imagination pour conduire cette procédure à travers toute cette période, je crois qu'il est bon que notre bureau vienne vous exprimer en fait toute sa reconnaissance. Mais bien entendu, j'aimerais aussi prendre juste quelques mots avant de laisser la parole à M. Kweku Van Der Poel, en fait, pour vous rappeler ce que vous savez déjà, au regard en fait de ce qu'a traversé toute la communauté centrafricaine à travers ce dossier. Très souvent, quand on parle de ces crimes de masse, il y a un certain risque. Le risque, c'est lequel? D'abord, c'est vrai que tout le monde est ébahi, tout le monde est affecté par la gravité, par l'énormité des crimes. Mais malheureusement, quand nous sommes dans ce genre de salle aseptisée, finalement, en fait, le risque est que tout semble se réduire simplement à du chiffre, à des nombres. On parle de victimes et malheureusement, très souvent, on ne peut même plus mettre de nom sur chaque victime. Et le risque, c'est que si on y prend garde, on peut rendre une justice aseptisée. Parce que quand même, bon, ça devient un exercice extrêmement technique. Mais j'avais voulu profiter de cette présence ici avant de donner la parole à M. Kweku. Vous rappelez cela. Je sais que vous le savez déjà, mais un rappel n'est jamais de trop. Ça va faire peut-être bientôt 3 ans que je suis ici, mais l'un des pays de situation que j'ai le plus visité, c'est la Centrafrique. J'y ai été à plusieurs reprises et au cours de toutes ces visites, j'ai eu le privilège, je dois même dire le redoutable privilège d'avoir rencontré les victimes. J'ai vu des communautés extrêmement affectées. On ne parle pas seulement des morts, mais même parmi les survivants, on voit à quel point elles ont été affectées. Et ce sont pour la plupart des gens qui ont perdu des juges, des choses que même vous les juges, malgré toute votre bonne volonté, vous ne pourrez plus jamais leur redonner. Mais nous sommes dans un système de justice également restaurative et restributive, et donc donner une peine qui correspond à l'ampleur des dommages causés fait partie de ce processus judiciaire. C'est vraiment en quelques mots ce que je voulais vous rappeler avant de donner la parole à mon collègue Kweku Van Der Poel. Rappelez-vous toutes ces victimes, rappelez-vous ces morts, mais rappelez-vous aussi ces survivants. Je me souviens dès les premiers jours quand j'étais ici, en me familiarisant avec le dossier, quand j'ai regardé même la composition statistique de la Centrafrique, y compris de Bangui, a complètement changé à travers simplement ce qui s'est passé. Et vraiment, c'est ça que je voudrais vous rappeler avant de donner la parole à mon collègue. Merci de votre attention. Thank you, Mr. Le juge président, je vous remercie. Monsieur Van Der Poel, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à toutes et à tous. Merci. J'ai l'honneur et le privilège de
me présenter une fois de plus devant la Chambre. Dans le cadre de la présente instance, au nom du bureau du procureur et de mon équipe. D'emblée, je tiens à dire que nous ne prévoyons pas d'utiliser les 3 heures qui nous ont été imparties. Mais vous savez comment les choses se passent en général, Monsieur le Président, et je ferai tout mon possible pour finir un peu plus tôt. Nos écritures ont déjà abordé un certain nombre de questions, comme vous le savez, à l'intention de la Chambre, et nous n'y reviendrons pas. Nous avons évalué rigoureusement les écritures soumises par les équipes de la Défense. Certains des arguments avaient déjà été anticipés dans nos écritures au cours du procès, et nous y avons répondu dans la mesure du possible dans nos écritures limitées. Donc, il n'est pas nécessaire de consacrer énormément de temps à les développer plus avant. Toutefois, ceci dit, nous avons l'intention d'aborder un certain nombre de questions saillantes qui sous-tendent nos recommandations spécifiques et qui répondent à la description faite par la défense de l'affaire en ce qui concerne la participation et l'intention des accusés. Ce au titre de la règle 145. C'est la première fois que ce type d'observations sont présentées devant la Cour avant qu'une décision au titre de l'article 74 ait été rendue par la Chambre. Par conséquent, nous partons du principe que les accusés seront condamnés tels que prévus par les charges et nous estimons que le grand nombre d'éléments de preuve fournis permet d'étayer cela. Comme indiqué dans nos écritures du 13 décembre, l'accusation considère que, sur condamnation pour les crimes chargés, les accusés Alfred Yekatom et Patrice-Édouard Gaissona devraient recevoir des peines uniques qui ne sont pas inférieures à 22 ans et 20 ans respectivement. Ces peines de prison reflètent de manière juste et appropriée la gravité des crimes visés, la portée et l'ampleur des victimes, les circonstances aggravantes et l'absence de circonstances atténuantes convaincantes, ce en vertu des articles 77 et 78 et de la règle 145. Cela permettra également de faire en sorte que les objectifs du prononcé de la peine dans le cadre du cadre statutaire sont atteints, notamment la rétribution et la dissuasion. Les crimes auxquels les accusés doivent répondre sont extrêmement graves. Ils sont choquants de par leur nature, mais également de par la manière dont ceux-ci ont été perpétrés de manière systématique par les anti-Balaka. Ces crimes ont été infligés à des personnes vulnérables, à des communautés sans défense et à des civils innocents, y compris des enfants. Rien dans ce comportement ou la participation à ces crimes, quel que soit le motif, n'est excusable. Rien de cela n'est justifiable. La nature des crimes auxquels les accusés ont contribué sont exposés dans la décision de confirmation des charges et nous estimons que cela a été prouvé au-delà de tout doute raisonnable en la présente espèce. Comme vous le savez, dans certains cas, les comportements visés par les charges sont classifiés aussi bien en tant que crime contre l'humanité qu'en tant que crime de guerre. Plus particulièrement, le meurtre, le transfert forcé, la déportation, le déplacement, la torture et le viol. Le comportement qualifié de crime contre l'humanité uniquement, notamment, sont la privation grave de liberté physique, la persécution et les autres actes inhumains. Et les comportements qualifiés uniquement de crimes de guerre sont les suivants: traitement cruel, diriger des attaques contre la population civile, la conscription, l'enrôlement et l'utilisation d'enfants de moins de 15 ans pour participer activement à des hostilités, le fait de diriger des attaques contre des bâtiments religieux, le pillage et la destruction des biens de l'adversaire. Monsieur Yekatom est responsable de 21 chefs. Monsieur Gaissona est responsable de 31 chefs. L'ampleur
et la profondeur de leur participation respective au crime est substantielle. Dans de nombreuses juridictions nationales, la responsabilité criminelle pour un simple meurtre pourrait facilement justifier le fait d'imposer une peine à perpétuité, sinon une très longue peine de prison. La participation à la commission de tels crimes au titre du statut est pour le moins aussi grave. Leur inclusion dans le statut signifie par définition que le comportement comprend les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale. On ne saurait le souligner suffisamment. Nous sommes ici précisément en raison de la nature et, plus important encore, de la gravité des crimes retenus auxquels les accusés ont participé. Et leur implication est immense. Comme l'article 1 du statut l'envisage, le but et la portée de la création de la Cour est d'exercer sa juridiction, sa compétence sur des personnes pour les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale, alors que plusieurs crimes qui viennent d'être énumérés sont bien entendu graves. Le fait d'imposer une peine ou une condamnation pour un seul de ces crimes doit refléter le degré de gravité pour lequel la Cour est établie. Nous demandons à ce que ces accusés soient traduits en justice pour leur implication véritable dans la commission de ces crimes. La gravité qui existe, que les accusés doivent rendre des comptes pour leur participation au crime, et la gravité qui fait que cette cour de dernier recours doit rendre justice aux milliers de victimes des crimes des anti-Balaka auxquels les deux accusés ont activement contribué. Les crimes graves requièrent des peines graves. Notre recommandation coïncide au principe général selon lequel la peine doit être proportionnée à la gravité des crimes commis et reflète le degré de participation d'une personne condamnée ou sa culpabilité dans la commission des crimes. Les différentes recommandations sont justifiées et appropriées dans les circonstances de cette espèce. Monsieur Yekatom a participé plus concrètement à la commission des crimes dans le contexte de son groupe anti-Balaka en tant que commandant et plus haut gradé. Il a joué un rôle essentiel dans la commission des crimes par son groupe. Toutefois, M. Gaissona était un leader dans le mouvement des anti-Balaka de manière plus large, dont le comportement, la participation s'est étendu bien au-delà d'un simple groupe ou d'éléments locaux. Son comportement porte sur le collectif des groupes anti-Balaka qui opéraient dans l'ouest de la République centrafricaine. Sa distance physique de la commission des crimes n'est pas un facteur atténuant aux fins du prononcé de la peine. Comme il l'a dit, et je l'ai déjà cité en français, les anti-Balaka n'ont pas deux entités. Les anti-Balaka que je coordonne sont un seul et même mouvement qui est réparti sur toute l'étendue du territoire. Quand je donne l'ordre à ces enfants, je pense que c'est immédiatement suivi des faits. Document CAR OTP 2122-9374. Cela ne requiert pas une présence physique. Et ce n'est pas quelque chose de périphérique ou de marginal en ce qui concerne l'implication. L'accusé a contribué de diverses manières à la commission des crimes des anti-Balaka. M. Yekatom était l'auteur et M. Gaissona était complice. Tous deux étaient membres principaux de l'organisation avec une autorité et une influence. M. Gaissona a une autorité de jure plus importante dans le groupe lors de la commission par les anti-Balaka d'un certain nombre de crimes. Et je dis bien durant, y compris les crimes commis par Yekatom et ses éléments en janvier-février 2014, et ceux qui constituent un crime continu qui a débuté avec les attaques des anti-Balaka le 5 décembre 2013 sur Bangui et Bosangoa, des éléments essentiels dans le plan visant à reprendre le pouvoir. J'y reviendrai plus tard. Les peines recommandées sont cohérentes avec le traitement approprié des condamnations pour plusieurs crimes prévus par l'article 78.3. 21 et 31 chefs respectivement à répartir entre les deux accusés, comme je l'ai déjà dit.
Finalement, les peines recommandées reflètent la gravité des crimes, étant donné qu'elles touchent au cœur même du fonctionnement de cette Cour, de ses devoirs et de son mandat, bien entendu. Comme le dit le préambule, la Cour est établie pour connaître des crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale dans son intégralité et qui ne doivent pas rester impunis, et pour garantir le respect durable et l'application de la justice internationale. Avant d'en arriver à la gravité des crimes de manière plus détaillée, je vais d'abord aborder le degré de participation et d'intention des accusés et d'autres facteurs, ce en vertu de la règle 145.1c. La Chambre a lu les observations de l'accusation sur le droit en ce qui concerne les modes de responsabilité dans cette affaire et les éléments liés à l'application de l'article 25.3c et d. Cela se trouve dans notre mémoire du mois de novembre 2020 et 3 demandes séparées pour la requalification des modes de responsabilité au titre de la règle 55.2 datant de mai 2020, d'avril 2022 et de juillet 2023. De surcroît, cela se trouve dans notre demande de réexamen et dans la demande alternative de faire appel de la décision sur la confirmation des charges du mois de mars 2020. La participation de M. Yekatom au crime visé est claire et est importante. Les modes de responsabilité qui lui sont reprochés en tant qu'auteur principal dans la commission de ces crimes et dans le fait d'avoir donné des ordres et donné des instructions pour leur commission sont très simples du point de vue juridique et factuel. Ça conduit à précipiter les crimes ou la commission des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre commis par les anti-Balaka. Les faits qui sous-tendent les éléments des différents modes de responsabilité qui lui sont reprochés démontrent largement l'important degré de participation de M. Yekatom et son intention en ce qui concerne la commission des crimes visés. Bien que cela ne soit pas une circonstance aggravante en tant que telle, ces faits sont clairement importants pour que la Chambre puisse prendre une décision sur une peine appropriée. Dans ce cas, nous considérons que cela impose l'imposition de 22 années de prison telles que recommandées. Une conclusion de responsabilité criminelle au titre de l'article 25.3a présuppose que la Chambre a conclu les faits sous-jacents suivants. Que M. Yekatom a bien commis les crimes visés en tant que co-auteur, c'est-à-dire en tant qu'auteur principal, qu'il a été d'accord, qu'il s'est mis d'accord avec d'autres pour commettre les crimes prévus par le statut et que les crimes relèvent bien de cet accord, qu'il soit tacite ou express, qu'il a apporté une contribution essentielle au plan commun et qu'il a acquis avec l'intention requise et la connaissance en ce qui concerne la perpétration des crimes visés. Lorsqu'elle examinera la peine, la Chambre aura déjà déterminé la culpabilité et le fait que M. Yekatom savait pertinemment ce qu'il faisait, que sa contribution à la commission des crimes visés, à quelque stade que ce soit au stade de la conception, de la planification, de la préparation, de la tentative ou de l'exécution, était telle qu'il avait un contrôle sur la commission de ces crimes ou sur la manière dont ceux-ci devaient être commis. En tant qu'auteur indirect, la Chambre aura conclu que M. Yekatom a commis les crimes par le biais d'une autre personne ou par le biais de son groupe, qu'il exerçait un contrôle sur la volonté de son groupe, que son groupe était organisé hiérarchiquement et que les crimes étaient exécutés avec une obéissance quasi automatique à ses ordres. De la même manière, lorsqu'elle conclura à la responsabilité criminelle de M. Yekatom au titre de l'article 25.3b aux fins de la fixation de la peine, la Chambre aura déjà conclu que M. Yekatom était occupé d'une position d'autorité au sein de son groupe, qu'il a donné des ordres à d'autres personnes d'agir ou de ne pas agir quant à la commission d'un crime qui s'est produit ou en ce qui concerne une tentative de commission, que ces instructions avaient un effet direct sur la commission des crimes. Une fois de plus, cela ne se limite pas à son exécution, mais cela inclut les éléments subjectifs et objectifs, qu'il a donné l'ordre ou l'instruction avec l'intention et la connaissance des résultats de ce crime.
La condamnation de M. Yekatom, pour ce qui est des charges, signifie que la Chambre a conclu qu'il y avait énormément d'éléments de preuve à sa participation substantielle à la commission des crimes visés par les charges, ainsi qu'un haut degré d'intention criminelle et de connaissance. Outre la responsabilité criminelle découlant de sa participation à un dessein commun avec les membres de son commandement et le fait qu'il a donné des ordres pour la perpétration des crimes, la nature essentielle des contributions de M. Yekatom est également inhérente et découle de sa position en tant que responsable du groupe anti-Balaka. Une position qu'il a appliquée, une position qu'il n'a jamais mitigée, atténuée, une position qu'il a exploitée pleinement. Vous vous rappellerez sans doute de l'entretien de 2016 à l'extérieur du bâtiment Sokatel à Mbaki, à quelques encablures de l'endroit où Djido Saleh a été brutalement lynché et assassiné en 2014 et qu'il décrit lui-même comme étant le responsable des anti-Balaka du Sud. Cela se trouve dans le document KROTP 2118-0415. Pas les soi-disant RFACPP auxquels on a fait référence récemment par le biais de la défense, mais les anti-Balaka. C'est une position qu'il a soutenue dans divers documents qu'il a signés et délivrés, y compris celui-ci. Il s'agit du document qu'il a signé au sujet de la démobilisation de 153 enfants de son groupe. Yekatom profitait de sa position d'autorité ultime au sein du groupe. Il occupait une position qu'il n'a jamais abandonnée, même pour un instant, pendant les événements et les charges visées, et une position qu'il a réaffirmée par différents moyens, y compris la violence. Il occupait une position de responsabilité dans son groupe, qui a commis des crimes. Il ne peut pas faire machine arrière aujourd'hui, comme on essaye de nous le faire croire dans les observations qui ont été soumises. Monsieur Yekatom, la responsabilité de M. Yekatom sur le groupe des anti-Balaka ne lui a pas été imposée. Ce n'était pas une obligation légale ou morale, voire même militaire. Ça n'a jamais été un impératif. D'un côté, la défense fait valoir que Yekatom n'avait pas de fonction militaire pendant la période visée par les charges. De l'autre côté, ils essaient de minimiser ou d'excuser son application dans l'attaque contre Bangui du 5 décembre en disant qu'il aurait simplement suivi les ordres de son supérieur militaire, le capitaine Grémankou. Un ordre qu'il aurait pu refuser, étant donné que les éléments qui cherchaient une vengeance et les commandants commettraient des violences punitives contre la population musulmane. Il n'avait pas de fonction militaire, il n'était pas obligé de suivre des ordres. Pourtant, il l'a fait. Sa responsabilité sur ce groupe anti-Balaka criminel était relevée de son choix, seulement de son choix, comme sa décision de mener son groupe lors des attaques contre les civils. L'implication de M. Yekatom dans la commission des crimes de son groupe était intentionnelle. Les éléments de preuve montrent que ces choix étaient délibérés et qu'il les a faits en toute connaissance de cause et en connaissant les éléments et les commandants qu'il a acceptés dans son groupe et qui en faisaient partie, y compris ses collègues et ses commandants qui étaient motivés ouvertement par le fait de se venger contre les musulmans. Vous avez vu les vidéos que nous avons montrées lors de nos observations de clôture. C'était ces hommes, ces éléments. Ces éléments ont tenu leurs promesses et ont commis des actes pendant les crimes visés. Ils l'ont fait pendant une période de temps importante, avec M. Yekatom à la barre, au commandement, tout le temps. Ces éléments ont commis des crimes qui relèvent du fait de cibler violemment des civils musulmans, comme l'ont reflété les ordres qu'il a donnés. Ces ordres incluaient le fait que le but de la formation était de tuer des musulmans et des sélékas parce que tous les musulmans étaient sélékas. Fin de citation. C'est P1319, page 10. Monsieur Yekatom est resté au
commandement, mais par sa conduite, par ses actes, ses omissions, de manière intentionnelle, il a contribué à la perpétration de leurs crimes. Les éléments de preuve de l'implication intense de M. Yekatom et son intention ne peuvent pas être plus clairs. M. Yekatom et ses commandants ont dirigé et exprimé des ordres pour tuer des musulmans et des civils. Vous vous rappellerez certainement le témoignage des P1839 et 1339. Son acceptation d'éléments dans son groupe qui, sans sanction ou sans crainte d'aucune sanction, décrivait ouvertement le fait de chasser des musulmans de leur maison et les tuer, y compris des enfants. Son acceptation et tolérance de membres de son groupe qui ont torturé et battu des personnes enlevées à l'école Yamwara avec le meurtre d'un, encouragé par son adjoint, son acceptation et d'éléments qui ont participé à l'assassinat et au lynchage brutal d'un musulman reconnu à Mbaïki. Je vous renvoie au paragraphe 660 de notre mémoire de clôture. Paragraphe 702 et les suivants sont nettoyage intensif de l'axe PK9 Mbaïki des habitants musulmans. L'intention, l'implication intense de M. Yekatom est également prouvée par des éléments de preuve qui ont été listés dans la décision de confirmation des charges, la structuration, la formation, l'équipement du groupe anti-Balaka, la préparation des attaques, des progrès, la direction de ce groupe, des ordres aux membres anti-Balaka et même des instructions ouvertement illégales. Tous ces comportements démontrent un profond degré d'implication et d'intention au regard de nombreux crimes dont il est responsable. C'est davantage souligné par le fait qu'en tant que FACA formé, ce que la défense reconnaît, M. Yekatom était au fait du droit international qui, entre autres, interdit de cibler des civils. Le mépris de M. Yekatom, de sa formation en tant que soldat, souligne que ses actes et sa conduite étaient délibérés, intentionnés, avec un but. Sa tolérance de membres et de commandants dans son groupe qui a, au contraire de lui-même, ordonné que des civils musulmans, autant hommes que femmes, soient tués, allait également à l'encontre de sa formation. Ce qui aurait dû le pousser à prendre action pour protéger les musulmans civils. Il a fait le contraire. La défense de M. Yekatom argumente qu'il avait un engagement pour les valeurs militaires. Il nous propose un cadre pour sa conduite pendant la période considérée lors de l'évaluation des circonstances individuelles. Mesdames et messieurs de la Cour, même une implication partielle ou une adhésion aux valeurs militaires FACA n'aurait pas pu donner lieu à la commission de crimes violents contre des civils musulmans dont le groupe de M. Yekatom est responsable. La défense suggère que M. Yekatom a promu la paix, paragraphe 1 de leurs écritures, et c'est un affront pour les victimes de plusieurs crimes qui ont été commis par son propre groupe anti-Balaka et sous sa direction. Au regard des faits dans cette affaire, c'est vraiment très étonnant une telle assertion. Du sens commun, la logique et pour toute autre personne qui en a un peu ne pourrait réfuter le fait que les éléments de preuve présentés devant cette chambre prouvent le contraire. En effet, la commission des crimes considérés ne remettent pas
en cause le fait que la conduite de M. Yekatom a contribué à une grande victimisation et à la souffrance imposée à la communauté musulmane dans ces zones de responsabilité. Donc, l'assertion selon laquelle M. Yekatom aurait promu la paix ne tient pas en confrontation avec la réalité. Et même si c'était le cas, cela n'atténue en aucun cas l'implication et l'intention intensive qui est évidente que sa conduite également démontre. En dehors des crimes pour lesquels il est poursuivi, à l'exception du recrutement d'enfants âgés de moins de 15 ans dans son groupe, la plupart des crimes étaient violents. Et M. Yekatom a également fait preuve d'une propension à la violence. Il a assassiné 2 de ses propres éléments, des membres des FACA, Oscar Seda et Vianney Kobola. Sa violence a instillé une telle peur que ces éléments étaient même effrayés de rapporter ces faits à la police après les événements. Toutefois, dans les écritures proposées, il est dit que M. Yekatom n'était condamné d'aucun crime, avait un historique militaire propre. Cela pousse à des questionnements. La Chambre a entendu les témoignages d'EP 1339 et 1839 qui sont des témoins directs dans cette affaire, qui se sont effondrés au cours de leur témoignage. Le P0487 a de manière claire exprimé sa peur et d'avoir des répercussions suite à son témoignage contre l'accusé. Je l'ai mentionné ici. Vous avez vu M. Yekatom assis calmement dans cette salle d'audience pendant toute la procédure, mais ce n'est pas la personne qui était active sur le terrain en 2013-2014. Mais vous aurez pu voir qui était cette personne lorsqu'il a été arrêté en Centrafrique en 2018. Et cette arrestation a eu lieu avant que les autorités centrafricaines soient notifiées qu'il y avait un mandat d'arrêt devant la Cour. Nous demanderons une traduction à vue de cette vidéo parce qu'elle est en français. Le juge président, oui, vous pouvez la diffuser. Alors que l'un des favoris, Laurent Ngombaba, est en train de terminer son discours, des tirs retentissent et c'est le sauve-qui-peut. C'est un moment de désolation. Vous savez très bien qu'on n'a pas le droit d'entrer une arme dans l'hémicycle national. Et nous avons vu aujourd'hui ce qui s'est passé. C'est vraiment déplorable. L'auteur des coups de feu, c'est cet homme en survêtement appréhendé par les militaires. Alfred Yekatom, plus connu sous le surnom de Rombo, ancien milicien anti-Balaka, aujourd'hui député. Pourquoi a-t-il dégainé son arme et pourquoi a-t-il tiré? Ce député qui a été braqué ne le sait même pas lui-même. Je me suis levé, j'allais vers lui en levant mes 2 bras. Je lui ai dit, moi je n'ai pas de problème avec toi. Et c'est comme ça, il m'a laissé et il a continué pour que le forfait soit commis de l'autre côté. Ce que l'on sait, c'est que Rombo était proche de Karim Mekassoua, l'ex-président de l'Assemblée nationale tout juste destitué. La destitution et ce coup de sang sont-ils liés? Une chose est sûre, le tout nouveau président de l'Assemblée nationale, élu à l'issue de l'incident, prend ses fonctions dans un climat plutôt tendu. Effectivement, il y a eu des incidents très graves parce qu'il y a eu tentative d'assassinat. Il y a eu tentative d'assassinat et je crois nous sommes dans un pays de l'État. Alors que l'un des favoris, Laurent Ngombaba, est en train de terminer son discours, je pense que la traduction est disponible. Nous remercions les interprètes. Le juge président, tout à fait. Les interprètes étaient très flexibles. Nous les en remercions. Monsieur Van der Puy, la réputation violente de Monsieur Yekatom était reconnue et fondée. Elle l'était hier, elle l'est aujourd'hui. Même son premier témoin de la défense, D50,
2015 l'a admis avec réticence qu'il ne voulait pas que Yekatom vienne à Mbaïki par peur qu'il déclenche une guerre. Monsieur, la propension à la violence de Monsieur Yekatom est une circonstance que la Chambre doit à tout prix considérer dans l'évaluation de la peine à imposer. De plus, elle devrait considérer la possibilité que la sentence appliquée à M. Yekatom devrait décourager non seulement les autres, mais Yekatom pour réprimer le type de conduite violente qui a résulté dans les crimes commis par lui et ses éléments. En dehors du ciblage des musulmans et du plan mis en œuvre par son groupe, M. Yekatom est également responsable du recrutement forcé d'enfants en deçà de 15 ans. La Chambre a entendu les témoignages de nombreux témoins, y compris P 2476, 19 74, 18 39, 20 18, 18 13, 17 16, qui ont tous relater l'intention et la participation substantielle de M. Yekatom dans le recrutement d'enfants âgés de moins de 15 ans dans son groupe anti-Balaka. En plus au contraire des allégations faites par la défense au regard de 29 chefs d'accusation, Monsieur Yekatom a causé un dommage à ses enfants en les recrutant dans sa milice armée, quel que soit le motif, quelle que soit la raison et quelle que soit la période. C'est une violation du statut qui ne requiert pas que ce geste soit dédouané, quelle que soit la raison, quelle que soit la période. C'est également une violation du statut qui appelle à une punition. Il y a un traumatisme, un risque de dommage qui dénue les enfants de leur statut protégé, ce que la défense de M. Yekatom reconnaît, mais également expose les enfants au risque d'une attaque dans les milices, puisqu'ils étaient positionnés dans des barrages routiers, comme démontré par les éléments de preuve présentés devant cette cour. Vous avez le témoignage et les rapports d'experts sur le terrain qui expliquent les risques encourus par ces enfants recrutés au sein des groupes armés en République centrafricaine, et y compris dans le contexte des anti-Balaka. Leur expertise traite également de la manière dont les enfants étaient exploités dans le cadre de leur enrôlement, leur recrutement, également des enfants impliqués dans des groupes qui ont souffert des traumatismes, ont été déscolarisés, qui souffrent d'une stigmatisation sociale, y compris au sein de leur propre famille, qui sont maintenant face à un avenir incertain, particulièrement au regard des réseaux de leurs anciens chefs qui demeurent intacts et actifs. Comme vous le savez, les rapports d'experts ont particulièrement relevé l'impact psychologique du recrutement d'enfants, y compris le fait d'avoir assisté à des actes d'une extrême violence, leur exposition à la violence au sein des groupes et leur traitement comme des adultes avec la discipline qui leur était imposée, ou même la participation active à des actes violents. Je vous renvoie au paragraphe 683 de notre mémoire. Les témoignages des experts, les rapports expliquent également des effets projetés à long terme en cas d'absence d'un soutien et d'un suivi individuel. Par exemple, la persistance de l'endoctrination dans leurs attitudes face à l'ancien ennemi du groupe, et comme leur loyauté continue envers les principaux du groupe qui continuent à avoir une influence sur eux et sur leur famille.
Contrairement aux allégations de la défense, les éléments de preuve montrent que M. Yekatom a abusé du pouvoir qu'il avait sur son groupe au sens de la règle 145.2. Le juge président, M. Van der Puy, veut les ralentir. Vous savez que l'anglais est généralement un peu moins dense que le français. M. Van der Puy. La Chambre voudra reconnaître M. Yekatom coupable au regard des éléments de preuve graves présentés dans cette affaire. M. Yekatom avait une position d'autorité au sein de son groupe qui a poussé à la commission de crimes sous ses ordres. La suggestion selon laquelle M. Yekatom n'était pas un FACA après l'arrivée des Séléka n'est pas pertinente en ce qui concerne son abus de pouvoir et la direction du groupe anti-Balaka, et ce, quel que soit le cas. Vous devez simplement considérer les enregistrements en Baïki dans lesquels on voit qu'il arborait son uniforme, les bottes, les bérets, son arme de poing pour voir comment il souhaitait se présenter et comment ses commandants le voyaient. Et la défense concède maintenant qu'il n'avait aucune position militaire officielle, un titre ou un rôle pendant la période considérée. Je passe maintenant à M. Ngaïsona. La participation de M. Ngaïsona au crime a été faite comme complice. Il a contribué à leur commission avec l'intention et la connaissance applicable au mode de responsabilité criminelle au titre de l'article 25.3 C et D. Tandis que l'affaire à l'encontre de M. Ngaïsona a été confirmée sur cette base, la décision de confirmation de charge ne suggère en aucun cas que M. Ngaïsona n'a pas participé à un plan commun. Plutôt, la Chambre préliminaire a établi son jugement sur le fait qu'il y avait des éléments de preuve insuffisants à cette étape préliminaire de l'affaire. Et au cours des procédures, ces contributions n'ont pas été identifiées comme essentielles. La suggestion, selon la défense, que M. Ngaïsona n'aurait pas fait partie d'un plan commun est une erreur. Bien que ces contributions n'indiquent pas sa responsabilité pour les crimes comme un principal, vous pouvez être pour être sûr que M. Ngaïsona aurait eu un accord, une entente avec d'autres pour s'engager dans une cause qui impliquait le ciblage du musulman, un crime visé au titre du statut, cela peut être vérifié. En bref, une cause commune. Et les éléments de preuve pendant le procès démontrent de manière extensive ceci et démontre également le degré de son intention criminelle ainsi que sa motivation au regard des crimes commis par les anti-Balaka. Ces participations ne sont pas jugées comme essentielles par la Chambre préliminaire avant le procès, mais cela ne change pas le fait que les éléments de preuve qui ont été présentés prouvent la participation de M. Ngaïsona à un plan criminel pertinent au regard de la nature et de l'étendue de son implication dans les crimes commis par les anti-Balaka et pour une peine correspondante. La participation de M. Ngaïsona au plan de récupérer le pouvoir avec Bozizé, Bernard Mokom, Maxime Mokom et d'autres qui ont mené à la commission d'actes de violence et de crimes contre les civils musulmans démontre son degré de participation et d'intention au regard de la commission des crimes et sa mise en œuvre. Permettez-moi de rajouter que la décision de confirmation des charges n'a jamais traité de l'étendue de ces crimes,
et ce, de manière appropriée. Une analyse des éléments de preuve par cette Chambre pourrait permettre de déterminer et fixer une peine appropriée au regard de la nature et de l'étendue de sa participation à la commission des crimes. Que M. Ngaïsona ait contribué à de nombreuses reprises dans ces faits et que cela n'ait pas été jugé, que sa responsabilité ne soit pas analysée en tant que principal perpétrateur, n'entrave en rien les faits sur la capacité des anti-Balaka de mener ces crimes, particulièrement au regard des crimes et des attaques contre Bangui et Bossangwa et leurs répercussions. La Chambre préliminaire l'a reconnu, les éléments de preuve l'ont démontré, au-delà de tout doute raisonnable. Ces attaques étaient des composantes essentielles de la stratégie du cercle interne de M. Bozizé et ses soutiens pour revenir au pouvoir. M. Ngaïsona faisait de manière indiscutable partie de ce cercle comme Alfred Ngaya, qui est son conseiller politique dans la coordination anti-Balaka, et il l'a relevé. M. Ngaïsona était un des hommes de main de Bozizé. C'était les propos du P0808, document CAR OTP 20 93 0010. Il est l'un des témoins qui ont témoigné de leur proche collaboration. P1847, P2625, P0801, P0884. La liste est extensive. Comme nous l'avons relevé dans nos écritures au sujet de M. Ngaïsona, les crimes pour lesquels il est poursuivi, la Chambre et les conclusions de la Chambre au sujet des modes de responsabilité au titre de l'article 25.3 C et D. Bien que ces faits ne soient pas aggravants en eux-mêmes, les éléments qui les sous-tendent sont importants pour aider la Chambre à déterminer l'étendue de sa participation, de son intention, de son implication dans les crimes qui justifient le fait d'imposer une peine de 20 ans d'emprisonnement. Déterminer la responsabilité criminelle au titre de l'article 25.3c dans cette affaire suppose que la Chambre aura conclu les faits suivants: que M. Ngaïsona a assisté à la commission des crimes au titre de cette affaire, qu'il a agi dans le but de les faciliter et qu'il avait l'intention requise et la connaissance pertinente pour en faire un complice. La Chambre aura conclu, comme les éléments de preuve le démontrent, que par ses diverses contributions, M. Ngaïsona a assisté à la commission des crimes jugés et que pratiquement il les a facilités en mettant à disposition les moyens pour leur commission ou en apportant le soutien moral ou psychologique nécessaire par ses actes, ce qui les a encouragés. Une fois de plus, permettez-moi de souligner qu'une contribution à la commission des crimes doit être comprise comme englobant toute phase de sa commission. Aucun élément du statut de Rome ne suggère qu'il pourrait y avoir des exclusions au niveau de la phase d'exécution. De même, une conclusion de responsabilité criminelle, de responsabilité pénale au titre de l'article 25.3d dans cette affaire suppose également que la Chambre aura reconnu les faits suivants: que M. Ngaïsona a contribué à la commission des crimes des anti-Balaka, que les anti-Balaka ont agi avec une cause commune et que ces contributions ont été faites avec l'objectif de poursuivre une activité criminelle ou alors l'objectif du groupe ou encore la connaissance de l'intention de la commission de ces crimes par le groupe, ou qu'il a agi avec l'intention et la connaissance en tant que complice au regard de la commission de ces crimes.
En déterminant la peine appropriée, la Chambre aura déjà reconnu la culpabilité de M. Ngaïsona et de ce fait qu'il aura contribué à la commission des crimes jugés à quelque étape que ce soit à leur conception, planification, préparation, tentative ou exécution. La Chambre aura également reconnu qu'il l'aura fait avec le but de poursuivre une activité criminelle ou une cause criminelle du groupe. Ceci voudra dire qu'il aura agi pour promouvoir la pratique ou les objectifs idéologiques du groupe ou qu'il aura apporté sa contribution à la commission de ces crimes par le groupe et en connaissance de son intention de manière collective pour les commettre. Au titre de l'article 32. Les éléments de preuve dans cette affaire établissent que la participation substantielle de M. Ngaïsona à la commission des crimes par les Antibalaka, des crimes jugés, affecte sa responsabilité, que ses contributions étaient intensives, consistantes et continues tout au long de la période visée, que son intention de réaliser son propre objectif et celui du groupe d'obtenir le pouvoir en Centrafrique était indiscutable et que les éléments de preuve prouvent ou démontrent qu'il a agi de manière individuelle et sans considération à la charge humaine. En évaluant l'étendue de la participation de l'accusé, la Chambre devra considérer la nature de la contribution, mais également son impact ou son effet sur quelque aspect de la commission des crimes, que ce soit subjectif ou objectif. Par exemple, apporter de l'argent ou des munitions pour faciliter un crime pourrait être vu comme participer à sa commission, étant donné que ces gestes constituent un soutien logistique à l'exécution du crime. Et mettre à disposition ces éléments, même s'ils ne sont pas utilisés, peut également encourager le mouvement de l'acteur qui commettra le crime. Un seul type de participation pourrait affecter la commission des crimes, mais également porter ou avoir des répercussions sur l'étendue de la participation du complice. The crimes are of a nature. Comme vous le savez, le fait que le défendeur ait assisté à la commission des crimes n'a pas forcément un effet sur l'exécution. Il suffit juste que la contribution ait affecté quelques phases que ce soit de la commission du crime. Il n'y a aucune raison que la contribution à la mise en œuvre d'une politique criminelle soit considérée moins gravement que la contribution physique aux crimes commis au titre de cette politique. En condamnant M. Ngaïsona comme complice, la Chambre aura reconnu qu'il a contribué à la commission des crimes des Antibalaka parce qu'il a facilité leur commission et qu'il l'a fait avec pour but de poursuivre l'activité criminelle du groupe ou qu'il l'a fait en connaissance de l'intention criminelle du groupe de les commettre. Ce sont des faits marquants qui traitent directement de la nature et de l'étendue de l'implication de M. Ngaïsona et la détermination de la peine appropriée par la Chambre pour traiter de la gravité de sa conduite individuelle. Au regard des crimes poursuivis, comme indiqué précédemment, leur nature est telle que la contribution à leur commission, quelle que soit l'étendue, ou la facilitation de leur commission ayant conscience de l'intention du groupe perpétrateur poursuit
l'intention ou l'activité criminelle du groupe et que cela est extrêmement grave et démontre un haut degré de participation criminelle. That appeals judgment, I can give you the reference anyway, it's a paragraph 666. Comme vous le savez, dans l'affaire Charles Taylor devant la Cour spéciale de Sierra Leone, Taylor avait été reconnu coupable de complicité dans son assistance au groupe révolutionnaire uni, RUF, pour 11 chefs d'accusation, y compris meurtre, viol et pillage. Monsieur Taylor s'était présenté comme un projecteur, un responsable de paix, ce que la Chambre a rejeté sur la base des éléments de preuve, parce que malgré le fait qu'il soutenait de manière publique le processus de paix, en privé, il aura entravé les négociations, soutenu le mouvement politique à travers des gestes financiers, opérationnels et moraux. Et il a donc été jugé responsable de complicité de leurs activités et même de planification des attaques. Il a été condamné comme coupable à une peine de 50 ans d'emprisonnement qui a été confirmée en appel. Contrairement à ce qui est avancé dans les conclusions écrites pour l'affaire Ngaïsona, paragraphes 8 à 10, 12 à 13, c'est-à-dire aucune implication directe ou participation périphérique. Comme les éléments de preuve le montrent dans cette affaire, la conduite coupable de M. Ngaïsona au respect en ce qui concerne cette affaire date d'avant la date du 5 décembre sur Bangui et Bossangoa. Cela remonte aux origines de l'engagement des anti-Balaka par Bozizé et son cercle restreint dans ce conflit. Longtemps avant. À cet égard, je vous renvoie à notre mémoire de clôture sur la responsabilité pénale individuelle et notre mémoire au paragraphe 66 et suivant, ainsi que notre mémoire en clôture qui expose tous ces éléments. Comme nous l'avons fait valoir, les éléments de preuve démontrent que M. Ngaïsona avait le choix de savoir s'il devait ou non s'impliquer et s'associer au discours de haine et de désinformation de Bozizé. Il avait le choix de s'impliquer dans le plan de Bozizé de revenir à l'ordre constitutionnel par des moyens qui étaient intrinsèquement criminels. Il avait le choix de s'impliquer, oui ou non, dans la coordination des affaires, dans le fait de galvaniser les troupes. Il avait le choix de se retirer ou de renoncer à son implication au sein du groupe. Dans chacun de ces cas, il a choisi de rester le leader du groupe. Il a choisi d'aider, de contribuer, de coordonner, de donner des instructions, de financer, d'assurer des liaisons, d'encourager et de prêter son soutien, aussi bien moral que pratique. M. Ngaïsona l'a fait en dépit du fait que les civils musulmans dans son pays seraient et étaient pris pour cible, sans discrimination et sans excuse, dans l'ouest de la République centrafricaine par le groupe qu'il a aidé à coordonner et qu'il a dirigé, alors que les crimes étaient en cours et continuaient à être perpétrés. Contrairement à ce que dit la défense, au paragraphe 13 de leurs écritures, les contributions de M. Ngaïsona aux anti-Balaka n'étaient pas d'une importance marginale. Si cela avait été le cas, il ne se serait pas retrouvé à la barre de ce groupe pendant toute la période visée. L'élément de preuve selon lequel il était un leader reconnu, qui a exercé une grande influence dans la promotion cohérente des intérêts et des objectifs de ce groupe, aussi bien au niveau politique qu'opérationnel. Il a été directement impliqué dans les activités des anti-Balaka et en contact avec les leaders militaires du groupe et les Comzones. Le rôle de M. Ngaïsona, eu égard à la formation des anti-Balaka, était essentiel. Les éléments de preuve établissent qu'il avait l'intention de parvenir à des fins politiques
pour lesquels lui, avec Bernard Mocom, Maxime Mocom, Bozizé et d'autres personnes appartenant au cercle restreint de Bozizé cherchaient à instrumentaliser les éléments anti-Balaka, sachant pertinemment qu'ils avaient l'intention de se venger violemment contre les musulmans qu'ils tenaient collectivement responsables des crimes de la Seleka. Il n'existe aucun doute à ce sujet. Les éléments de preuve démontrent que M. Gaissona a cherché à promouvoir les objectifs pratiques et idéologiques des anti-Balaka. La Chambre a entendu le témoignage de plusieurs témoins qui étayent son implication dans la formation du groupe et dans ses activités subséquentes, y compris eu égard à des attaques menées non seulement dans le cadre des charges visées, mais également dans le cadre d'autres attaques anti-Balaka commises dans l'ouest de la République centrafricaine, dans le même contexte de l'article 7 entre 2013 et 2014. Boire est un exemple que l'on peut donner, et je vous renvoie à notre mémoire de clôture au paragraphe 111, 131, 153 et suivants. Il a entretenu des contacts avec les Comzone, Achille Godonam, avec Adamou Ndale. Il a aidé au recrutement et à la coordination des éléments pour appuyer l'attaque d'octobre 2013 contre Boire. Les archers, dirigés par Ndale. Comme l'a dit P2841, je cite, Bernard Mocom et Gaissona commençaient à organiser les anti-Balaka, mais également les militaires, mais à ce stade, ils attendaient de voir ce qui allait se passer. Car OTP 2127 4238, page 4258, paragraphe 117. Il poursuit. Je cite, Gaissona s'est rendu personnellement à la frontière pour prendre les choses en main et faire avancer les choses. Même chose, même déclaration. Paragraphe 110. P2763 explique que, je cite, Gaissona voulait être un leader. Le but du groupe de Gaissona était également de prendre le pouvoir. Car OTP 2127 64 35. Il y a plusieurs paragraphes, 132, 153, 155, etc. Vous avez ces déclarations. Comme vous le savez, l'attaque contre Bouar a découlé sur le décès de 20 civils et le déplacement d'environ 10 000 personnes. Et elle a suivi les attaques contre Bossongoa entre les 6 et les 9 et le 17 septembre 2013. Vous voyez la réponse de Gaissona à M. Ngaya, confirmant qu'il y a des hommes sur le terrain qui manœuvrent et qui demandent ce qu'il peut faire. C'est un Ngaya, ce qu'il peut faire pour accentuer la dégradation de la situation à Bangui et ailleurs. Il y a également d'autres éléments de preuve. Des appels qui reflètent ses contacts avec les chefs de Gobéré, y compris Dedan, et le fait qu'il a fourni de l'argent au groupe de Gobéré et aux éléments de Godonam pour se battre à Bossanga. Vous avez également plusieurs témoignages de témoins de l'intérieur qui vont dans ce sens. Son implication n'a été ni périphérique ni marginale, comme cela a été dit. Beloko est un autre exemple. 20 janvier 2014. Je vous renvoie une fois de plus à notre mémoire en clôture, paragraphe 266. Vous avez le témoignage de P1719 à ce sujet. Vous avez également le témoignage et les preuves fournies par P1847 qui a dit, je cite, en français, le Comzone de Boire, à savoir Dalé, a confirmé cette attaque de Beloko et il avait ajouté que lui-même s'apprêtait à attaquer Boire, qui était une base de la Seleka, suivant des instructions de Bernard Mocom et de Gaissona, notamment suite à leur rencontre de Yaoundé. Fin de citation. Car OTP 2061 1534, paragraphe 132.
Il ne subsiste que très peu de doutes quant à la participation importante de M. Gaissona, non seulement dans la formation des anti-Balaka, donc le fait de les galvaniser, de les instrumentaliser pour mener à bien le plan de Bozizé et de son cercle restreint, mais également son implication dans les activités du groupe. Ce que prouvent les éléments de preuve, ce n'est pas l'existence de quelqu'un qui agit à distance, contrairement à ce que dit la défense au paragraphe 8 à 19, mais plutôt une personne qui est active et impliquée, et ce, de manière substantielle. Une fois de plus, veuillez jeter un œil à cela. Il s'agit d'un courrier électronique en date du 7 octobre 2013. Vous l'avez déjà vu, et M. Gaissona reçoit une demande de facilitation afin que l'on puisse acheter des armes, carton. Vous voyez le lieu, les lieux. Voyez le mail suivant du 12 octobre 2013. Besoin zone sud, même chose. Même histoire. Prenez le mail suivant. Il s'agit de M. Gaissona qui transmet ses demandes à Eric Danboy, le lieutenant de Bozizé, son protecteur le plus rapproché. Lors de nos conclusions au mois de décembre, je vous ai posé une question. Pourquoi est-ce qu'En Gaissona s'est mêlé de tout ça? Il s'agit d'un dirigeant des instances du football. J'aurais aimé avoir une réponse plausible dans les écritures de la défense, donc j'ai cherché. Je n'ai rien trouvé. Mesdames et messieurs les juges, ce n'est pas ce qu'une personne ayant un rôle seulement périphérique ou marginal dans une milice ferait, contrairement à ce que soutient la défense. C'est ce que fait un coordinateur. C'est la manière dont un coordinateur participe. Et vous avez ces éléments au dossier. P2483 dit, je cite, « Tout le monde savait que M. Gaissona était le coordinateur des anti-Balaka. » Et déjà, au mois d'octobre 2013, P0884 a témoigné, je cite, « Tout le monde savait que il, au pluriel, Gaissona, Bernard Mocom et d'autres, étaient au Cameroun et qu'ils mettaient sur pied une structure de résistance. » P2841 a déclaré, je cite, « Alors que les anti-Balaka progressaient sur le terrain et prenaient un certain nombre de villes, nous savions qu'il, Ngaïsona, était celui qui serait chargé des ressources, de la mobilisation des ressources et que les ressources devraient passer par lui. » Fin de citation. P1847 a déclaré. Je vais le citer en français. Parfois aussi, Ngaïsona et Bernard Mocom effectuaient des transferts d'argent aux anti-Balaka en RCA via Express Union. Il ajoute, utilisait beaucoup son frère cadet pour faire des transferts de fonds à destination de Garamboulaye et aussi à Bangui. That's a paragraph 16. Paragraphe 116, carreau TP, 2061 1534. Il poursuit. Ngaïsona a donné de l'argent à Mocom Père ou à Fred Serefio, qui à leur tour les transmettait aux troupes anti-Balaka. Caro TP 2122 8251, paragraphe 115. Il dit également, je cite, Ngaïsona contrôlait et vérifiait si l'argent qu'il a transféré aux combattants était bien arrivé à leur destination et avait été utilisé aux fins projetées. Par exemple, l'achat des munitions. That's it. Caro TP 2061 1534, paragraphe 112. Et finalement, je cite, Ngaïsona donnait expressément des ordres et des plans d'attaque
aux autres anti-Balaka qui restent sur le terrain en RCA, et cela par voie téléphonique. End quote. Fin de citation. C'est également au paragraphe 112. Veuillez maintenant, s'il vous plaît, jeter un œil à ce document que nous vous avons déjà montré. C'est une annexe, une pièce jointe à un courrier électronique envoyé par Franklin à M. Gaissona. Comme vous pouvez le constater, ce document porte sur des besoins militaires, comme cela est décrit dans le courrier électronique. Voilà la réponse de M. Gaissona. Ajouter les articles de chasse et des besoins financiers pour les anti-Balaka. C'est au mois de janvier, avant qu'ils rentrent du Cameroun. Dans les éléments de preuve, il est clair que les articles de chasse pour les anti-Balaka signifiaient des munitions. Pour les armes de fortune et artisanales, celles que vous connaissez, et qui ont été utilisées, comme le montrent les éléments de preuve, pour commettre des crimes et des attaques dans l'ouest de la République centrafricaine. La seule chose qui explique cela, c'est la participation importante de Gaissona dans les événements qui inclut la commission par les anti-Balaka de crimes au cours des attaques visées par l'article 7 contre les musulmans dans l'ouest de la République centrafricaine. Des preuves de sa participation substantielle et de son intention ne nécessitent pas que ses contributions à la logistique et à la capacité organisationnelle du groupe soient telles que sans elles, les anti-Balaka n'auraient pas pu commettre les attaques ou les crimes qui en découlent. Cela ne requiert pas que son assistance ou son soutien soient utilisés dans l'attaque du 5 décembre et dans la période qui suit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au sujet des effets de la contribution. Cela ne requiert pas que son aide ou son assistance, je cite, donne au mouvement anti-Balaka un avantage militaire ou influence la décision de mener les attaques du 5 décembre, comme cela a été soutenu au paragraphe 13 des Écritures de la Défense. L'implication importante de Gaissona et son soutien pour les anti-Balaka a été amplement démontré dans cette affaire. De surcroît, cela s'est fait en connaissance du fait que les éléments du groupe commettraient ces crimes, les avaient commettraient, les commettraient et continueraient à commettre de graves crimes. Les éléments de preuve démontrent un degré profond de participation criminelle et d'intention en tant que complice aux crimes violents du groupe qui ont été perpétrés de manière impitoyable contre les civils musulmans. Le haut degré d'intention et de participation de Gaissona est également démontré par les éléments de preuve qui démontrent ses contributions. Il a pris des mesures pour structurer les anti-Balaka, il a financé les anti-Balaka, y compris pour l'achat des armes. Il a donné des instructions aux membres des anti-Balaka, y compris au sujet de l'attaque du 5 décembre 2013 et aux attaques qui l'ont précédé, et il a assuré la liaison avec les membres des anti-Balaka qui exerçaient des fonctions clés, notamment Bernard Mokom et Maxime Mokom. Étant donné que sa peine, l'imposition d'une peine, présuppose la condamnation de M. Gaissona pour les crimes visés par les charges, les attaques du 5 décembre contre Bangui et Bossangoa et celles commises à la suite, il est important de noter que sa participation s'applique à la planification et à l'exécution du 5 décembre, des attaques du 5 décembre, dans la mise en œuvre du plan visant à reprendre le pouvoir, y compris les mesures intermédiaires prises par le groupe pour parvenir à cet objectif. Bien qu'il soit un complice, le soutien de M. Gaissona au groupe en amont de ces attaques très importantes, son application dans les progrès du groupe, son engagement et son engagement tout au long de la route. La défense de M. Gaissona fait valoir que l'accusé, je cite, ne
n'avait pas d'intention directe pour quelque crime chargé que ce soit. Tout d'abord, les éléments de preuve entendus lors du procès réfutent cela. Et cela n'a que très peu d'importance lorsque l'on considère non seulement la totalité de la gravité de son comportement et de ses contributions, mais plutôt leur effet sur la poursuite des crimes par les anti-Balaka. Ce dans le cadre de la politique criminelle de ce groupe. Une politique à laquelle M. Gaissona a contribué, a promu, a perpétué avec d'autres membres du cercle restreint d'opposés. Vous avez vu les effets de la politique criminelle des anti-Balaka, comme cela vous a été expliqué par des éléments eux-mêmes lors du procès et dans nos déclarations de clôture. Cela a été filmé. Cela est écrit noir sur blanc. Et il existe d'amples éléments de preuve qui démontrent que M. Gaissona connaissait pertinemment l'animosité qui régnait au sein de son groupe, animosité auquel il a participé, à laquelle il a contribué avec une rhétorique incendiaire par le biais de son application au sein de FROCA, et la rhétorique disséminée par ce groupe, et bien entendu par le fait qu'il était en contact direct avec des leaders anti-Balaka et des Komzon sur le terrain, aussi bien en 2013 qu'en 2014. La suggestion selon laquelle M. Gaissona n'avait pas l'intention de prendre à partie des civils musulmans ne diminue pas, ne minimise pas le fait qu'il savait pertinemment que ceci serait ciblé. Il a persisté en soutenant les auteurs bien connus de ces actes en République centrafricaine et à la destruction de leur communauté. Il a participé de manière objective et subjective pour toute la durée de la période visée par les charges. Il l'a fait alors qu'il était dans une position d'influence et d'autorité. Il aurait pu se retirer, se désister, mais également empêcher les anti-Balaka de commettre ces crimes graves pour lesquels il est aujourd'hui traduit en justice à juste titre. L'article 32 définit l'intention au sens du statut. Donc, une personne a une intention vis-à-vis d'une conséquence dès lors qu'elle sait pertinemment que celle-ci se produira dans le cours normal des choses. M. Ngaïsona était habité d'une intention au sens de cet article. Tout au moins, il savait avec certitude que les crimes que les anti-Balaka voulaient commettre par pure vengeance contre les musulmans, et il était certain que ces crimes seraient commis. Il le savait, comme le savaient tous ceux qui l'entouraient, avec certitude. Comme Ngaïa l'a expliqué, une fois de plus dans sa déclaration, je cite, les musulmans on devait reprocher aux musulmans le comportement de la Séléka, étant donné qu'ils protégeaient la Séléka. C'est pourquoi les musulmans, et pas uniquement la Séléka, ont été pris pour cible par les anti-Balaka. Car OTP 20930010, paragraphe 37. Il ajoute au paragraphe 40, je cite, « Le 5 décembre, les anti-Balaka ont tué un grand nombre de civils musulmans innocents, des enfants et des femmes. Je pense qu'ils s'en sont pris aux civils musulmans parce que lorsque la Séléka est arrivée, ils sont devenus amis avec les musulmans et ils ont attaqué les non-musulmans. Par conséquent, les gens ressentaient une hostilité vis-à-vis des musulmans. P1847 a confirmé que, je cite, dans la déclaration CAR-OTP 2061-1534, paragraphe 161, je cite en français, « Il faut dire que les anti-Balaka commettaient beaucoup d'exactions sur les populations musulmanes au cours de leur progression. Au niveau de la hiérarchie des anti-Balaka, il n'y avait aucune sanction qui découlait de ces actes criminels. Aucune sanction au sein du groupe. Avant qu'Ngaïsona ait été désigné coordinateur général et certainement aucune après sa nomination. Vous avez beaucoup plus d'éléments de preuve à votre disposition. Il me suffit de dire que la participation de Gaïsona dans les anti-Balaka et sa promotion de ses buts et de ses objectifs
sont, d'un point de vue pratique et subjectif, clairs et substantiels. Ce n'est pas par accident que les échanges contemporains parmi les soutiens du groupe et les personnes proches de Bozizé et de son cercle restreint décrivent son implication et ce, de manière spécifique. Voilà un échange sur Facebook en date du 3 septembre 2013 que j'ai tronqué pour que vous puissiez voir la référence à M. Gaissona. Ici, il mobilise les archers, qu'il nomme de manière spécifique. Dans le document suivant, du 14 octobre 2013, Gaissona fournit des munitions et des médicaments aux archers, et il est nommé dans ce document. Document suivant, du 23 octobre 2013, il fournit des munitions et des turayas. Dans le document suivant, il envoie des hommes à la frontière. Des éléments de la garde présidentielle et des Gbaya, premièrement. Dans le document suivant, en date du 27 novembre 2013, Gaissona gère les anti-Balaka. Document suivant, en date du 1er décembre 2013, Gaissona fournit de l'argent pour le déploiement des éléments. La suggestion selon laquelle Gaissona n'aurait pas eu l'intention de commettre les crimes n'est pas plausible. Son intention, au sens de l'article 32, était substantielle et omniprésente. Monsieur le Président, je ne sais pas si nous pouvons peut-être faire la pause maintenant. Il me reste encore un certain nombre de choses à aborder. Le juge président, je ne sais pas si c'était un moment opportun pour prendre la pause. Vous pouvez également continuer si vous le voulez. Et on peut prendre la pause à écart. Monsieur Van der Poel, je vais continuer dans ce cas-là. Et puis, nous prendrons la pause en conséquent. J'en arrive maintenant à la gravité des crimes. J'en aurai pour quelques minutes seulement. Comme je l'ai mentionné, les crimes en l'espèce sont graves. Comme nous l'avons dit, le transfert forcé, la déportation et le déplacement de milliers de civils musulmans les ont arrachés à leur foyer, à leur communauté et à leur famille, voire à leur pays. En bref, ils ont tout perdu. Nombre d'entre eux ont été condamnés à vivre pendant des années de leur vie dans des camps de personnes réfugiées, subissant les menaces constantes des anti-Balaka ou dans des camps de réfugiés dans des pays voisins avec lesquels ils n'ont aucun lien. De manière collective, la population musulmane a fait l'objet d'actes de violence et de persécution pour la seule raison qu'elle partageait une religion avec la majorité des membres de la Séléka. Pour les anti-Balaka, un musulman qui partageait une tasse de thé avec un membre de la Séléka justifiait qu'on le tue. Les crimes violents contenus dans les charges, notamment ceux commis contre des personnes plutôt que contre des biens, ont eu un impact incommensurable sur les victimes, un impact que l'on ne pourra jamais compenser. Les meurtres, la torture, les viols et le simple nombre des victimes qui ont décimé la population musulmane dans l'ouest de la République centrafricaine montrent la gravité des attaques à grande échelle menées par les anti-Balaka et les nombreux crimes commis dans le cadre de cette campagne. Les crimes visés par les charges auxquelles les accusés ont contribué y ont largement contribué également. La Chambre doit également tenir compte des éléments de preuve apportés par des experts, y compris par l'Université de Stanford, le programme sur la santé mentale, les traumatismes et les droits humains, qui explique l'impact profond de ces crimes, notamment du transfert forcé, du déplacement, des viols
et des violences sexuelles. Les éléments de preuve expliquent entre autres comment le traumatisme vécu par les victimes de crimes aussi dévastateurs peut être transmis de manière intergénérationnelle et expliquent également le résultat psychologique pour les victimes des crimes violents, par exemple déplacement, violences sexuelles, viol. Il explique également l'impact des crimes au sujet de la destruction des biens ayant une signification culturelle et des sites religieux. Et généralement, dans l'évaluation du traumatisme, cela est négligé et malgré la destruction délibérée de structures, d'infrastructures socioculturelles et symboles importants, il y a un impact psychologique profond. A contrario, cet impact n'est pas négligé par les perpétrateurs de tels crimes et a longtemps été utilisé comme une tactique lors des conflits. Et cela suffit-il à dire qu'il n'y a aucun argument plausible que la défense pourrait avancer pour atténuer la sévérité, la gravité des crimes commis par les anti-Balaka dans le contexte de cette affaire et en particulier au regard des crimes auxquels les défendeurs ont contribué et ont commis? Par exemple, M. Yekatom affirme que le retour de plusieurs musulmans en Baïki depuis 2015 et 2016 réduit d'une certaine manière la gravité des crimes visés au titre des chefs d'accusation 4, 5, 24 et 25 au regard du retour des victimes. Ne tient pas compte de l'impact de la nature des crimes sur ces victimes et bien sûr la portée de la participation de ces crimes à ces crimes de M. Yekatom. Cela va de même pour l'assertion selon laquelle la libération des membres de la famille Lapo lors d'une soirée s'est faite en une soirée, suggérant que cela aura amoindri la souffrance qu'ils ont vécue. Ces éléments de preuve, si vous vous en rappelez, prouvent que l'intervention des autres, y compris les anti-Balaka, sans l'intervention des autres, Yekatom les aurait tués. Vous vous rappellerez également sans doute du témoignage émouvant d'un témoin en particulier, le P0967. Vous vous rappelez qui, après toutes ces années, a plaidé à partir de la barre des témoins pour savoir où trouver le corps de Saint-Cyr Lapo. Je suis sûre que ces témoignages nous hantent tous. Elle a dit, je cite, « Je le redis encore. Si le commandant des anti-Balaka, les responsables des anti-Balaka qui a tué Saint-Cyr Lapo, s'il a été enterré, je lui supplie de m'indiquer où se trouve la tombe. » Transcript 200. Transcription 200, page 11. Les écritures des accusés, les deux, dans l'ensemble, ne reconnaissent ni n'apprécient la profondeur du dommage et de la souffrance que leurs actions ont causé. Elle est immense, elle est profonde. Je pense que c'est un bon moment pour la pause, Monsieur le Président. Alors, nous allons prendre la pause jusqu'à 11h15. 11h45.